jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau. La rencontre, c'est une conversation dans les midis de culture avec notre invitée. Ce midi, elle est chef de chœur, chef d'orchestre et depuis plus de 15 ans maintenant, elle est aussi à la tête de la maîtrise de Radio France, une formation qui permet à de jeunes élèves de 9 à 17 ans, de l'école primaire jusqu'au lycée, de pratiquer quotidiennement le chant. On verra en quoi tout cela consiste. Depuis 15 ans donc, la maîtrise s'est déployée sur 2 sites. Maintenant, elle s'est aussi ouverte dans la pratique et elle a permis de faire rayonner une tradition, la tradition du chœur d'enfants. Une belle réussite qui a donc valu à notre invité de recevoir le prix Antonio Livio qui récompense chaque année une personnalité du monde musical. Bonjour Sophie Janin. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci beaucoup. J'ai envie de vous demander, Sophie Janin, comment on sait si on chante juste, si on sait chanter ? Ah, c'est une question qui, je dois vous dire, est assez française. Les Français s'inquiètent souvent de savoir s'ils savent chanter ou ils disent d'emblée « je ne sais pas chanter, je chante faux ». Et en fait, chanter faux, c'est très très rare. De pas pouvoir entendre les hauteurs de son, c'est quand même un phénomène assez rare. Après, il faut apprendre à utiliser sa voix et à la repérer et à faire en sorte qu'elle se place justement. Mais nous, à la maîtrise, bien évidemment, on repère des enfants avec un potentiel, avec une oreille et puis avec une envie surtout. Et c'est ça qu'on encourage et après, on s'occupe de tout. Oui, parce que chanter, donc c'est la voix. D'accord, mais c'est donc aussi l'oreille. Moi, j'ai l'impression, par exemple, quand je chante dans ma tête de bien chanter, et je suis sûr que je suis pas le seul, alors que si je m'enregistrais, que je m'écoutais derrière, ce serait terrible. Mais ça, c'est comme pour beaucoup de gens. Hein. Moi, par exemple, j'aime pas trop revoir des concerts où je dirige, j'aime pas trop voir des photos de moi-même, et je crois que c'est lié à ça, finalement, la voix. Et en même temps, je crois que là où je disais que c'était une question française, c'est que je pense que le chant est souvent lié pour beaucoup de Français avec une sorte de prestation. Tandis qu'en fait, c'est une expression humaine et en fait notre première. Parce que un petit bébé va chantonner avant qu'il sait parler. On va revenir sur votre vie. Effectivement, vous dites que c'est très français parce que vous êtes né en Suède. Et en Suède, on a peut-être un rapport, et pas qu'en Suède d'ailleurs, dans d'autres pays européens, un rapport différent au chant, à ce mode d'expression qui, comme on parle, on chante ? Alors oui, curieusement, parce que les Suédois sont quand même... on est un pays où les gens sont plutôt... un peu conformistes. On adore la collectivité, on a un petit peu peur de se mettre en avant individuellement souvent, mais... en effet, comme vous dites, curieusement, le chant est un moyen d'expression assez naturel et instinctif. Donc, du coup, on se pose pas trop la question et on chante surtout avec bonheur avec les autres. Mais du coup, chanter, ça s'apprend. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, puisque c'est ce que vous faites effectivement Oui. à la maîtrise. Et on va revenir sur ce qu'est la maîtrise dans un instant. Mais ça veut dire que ce serait à l'école, aujourd'hui, à l'école primaire, de nous libérer, nous, petits Français et petites Françaises, dans cette pratique du chant. Alors, il y a déjà des choses qui se passent qui sont vraiment remarquables, je pense, en France, parce je pense que quand il n'y a pas une grande tradition populaire, ou il n'y a pas une grande tradition sacrée, le chant choral va avoir du mal à fleurir. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu je pense des démarches vraiment passionnantes pour démocratiser cette pratique-là grâce à l'école publique, mais nous, ce qu'on espère aussi, c'est qu'il y a des futures générations de parents qui vont déjà chanter plus avec leurs enfants à la maison. Et c'est ça qu'on voit, par exemple, sur le site de Bondy. Nous, on a énormément de familles issues de l'immigration. Et on sait que quand on est expatrié, d'essayer de tenir sa culture vivante en soi, il y a souvent une transmission orale grâce au chant qui là, est vivant. Et on entend parfois des enfants connaissant des chansons vraiment du monde entier. Dans tous les pays où je vais, j'entends les mêmes doléances à cet égard. On dit toujours qu'il y a une crise sur le chant dans le monde entier. Je me demande s'il n'y a pas d'abord des conséquences de la guerre. Oui. Car, d'une part, il faut dire qu'on a tué tellement de jeunes gens qu'on a certainement tué parmi eux des quantités de gens qui avaient des voix magnifiques en puissance. D'autre part, on a mis en état d'infériorité physiologique des tas de jeunes gens ou de jeunes filles qui ont été sous-alimentés. Peut-être qu'il y a là encore une raison.
Il est très probable que la disparition de beaucoup de maîtrises est à la base de la disparition de beaucoup de voix. Alors, peut-on espérer une reprise dans cet ordre d'idées? C'est possible. On voit en tout cas autour des petits chanteurs à la croix de bois, il est incontestable qu'il s'est fait un très grand mouvement. Nous, à la radio, nous avons fondé une maîtrise que je pense que tout le monde connaît, mais ça, c'est une maîtrise modèle qui est destinée à former de futurs professionnels. Outre qu'elle a pour premier but de fournir nos chorales d'adultes dans l'avenir, elle a également pour but de montrer une espèce d'idéal auquel il faudrait essayer de parvenir. La maîtrise de Radio France en 1951, Sophie Janin qui chante ce morceau du compositeur allemand Hollander, et puis la voix d'Henri Barraud, compositeur français et co-créateur de la maîtrise de Radio France. En 1946, c'était une archive de 1949, juste après la guerre, et vous acquiesciez de la tête quand il expliquait effectivement les conséquences de la guerre, la disparition de ce qu'on a appelé des maîtrises sur la pratique du chant au quotidien chez les Français. Oui, et c'était vraiment sa démarche après la guerre de créer cette maîtrise pour alimenter les chœurs de Radio France, parce que c'était les chœurs de Radio France à l'époque, et comme il dit aussi, créer une sorte de modèle d'enseignement. Et c'est là aussi où ils ont créé cette expérience qu'on appelle le mi-temps pédagogique. C'était une des premières expériences en France. On avait un partenariat avec l'éducation nationale pour permettre aux enfants de vraiment avoir une pratique intense de la musique l'après-midi. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe toujours dans la maîtrise de Radio France, c'est-à-dire que les jeunes élèves, donc de la primaire jusqu'au lycée, ont l'enseignement général normal et que tout le monde connaît le matin, et ensuite la pratique quotidienne tous les après-midi. Absolument. On a Radio France a la responsabilité, on va dire, de tous nos élèves à partir de 13h30 tous les jours. Bien évidemment, on va aussi faire très attention à que le rythme soit en compatibilité avec leur biorhythme, on va dire, en tant qu'humain très jeune. Mais je pense que là où un des aspects qui a changé aujourd'hui, c'est que certes, on forme des futurs professionnels, mais pas que. Et on veut vraiment aussi faire savoir que la maîtrise est une scolarité qui peut être passionnante pour n'importe quel enfant. Peu importe si on veut faire de la musique ou pas plus tard. Mais c'est sûr qu'ils sortent avec un bagage qui est quand même très intéressant si on choisit de faire de ça son métier. Alors justement, à quel moment est-ce que, tout à l'heure vous parliez des Français, de notre rapport au chant, de notre rapport à la chorale, Henri Barraud parlait lui aussi des petits chanteurs à la croix de bois, donc il y a quelque chose qui, à quel moment dans l'histoire de la France, c'est rompu, c'est érodé avec ce rapport au chant collectif? Je pense qu'il y a plusieurs étapes. Je pense que déjà la séparation entre l'Église et l'État, ça c'est historiquement quand même un fait. En 1905 c'est ça, où quand même on voit que un pays comme le mien, par exemple, la séparation est au XXIe siècle. En Suède, c'est au début des années 2000, non? C'est ça, absolument. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait une tradition de chanter des hymnes. On voit en Angleterre, par exemple, où il y a encore Church of England, et là, que d'apprendre à chanter des psaumes, des hymnes harmonisés ou à l'unisson, ça donne une sphère différente. Pour faire simple, la pratique collective du chant se faisait à l'église. À l'église et à l'école, où on chantait aussi des chants d'église. Après, je pense que c'est tout à fait possible de pratiquer le chant sans être lié à une religion. Mais en France, il y a aussi quand même, comme dans beaucoup de pays, et en incluant le mien, aussi, il y a eu une unification où les traditions régionales ont absolument pas été encouragées, mais au contraire étouffées. Donc je pense qu'il y a aussi eu une perte de contact avec le patrimoine local dans beaucoup de régions. Et c'est ça qu'on voit dans des petits pays, comme la Suède, qui est grand en surface, mais petit en population. On le voit dans les pays baltiques, on le voit en Hongrie, en Finlande, etc., que des pays qui n'ont pas énormément de population, on a une sorte
d'urgence, de survie de nos traditions, de notre culture. Alors du coup, oui, on chante à toutes les occasions, c'est lié aux saisons, aux fêtes, et ça, c'est un patrimoine qui est très vivant chez nous. Vous, quand vous grandissez en Suède, dès l'âge de 7 ans, vous chantez, c'est l'un de vos moyens d'expression? Je pense que j'ai toujours chanté, ma sœur aussi, mes parents avec nous, à l'école, dans la voiture, dans les associations, à l'église aussi. J'étais la seule dans ma famille à aller à l'église, mais c'était parce qu'il y avait les meilleures chorales. Et le meilleur, c'est aussi ce que vous voulez effectivement pour les élèves de la maîtrise de Radio France. Il y en a 160 actuellement, qui sont donc répartis, vous en avez dit un mot tout à l'heure, sur 2 sites, pas très loin de la Maison de la Radio et de la Musique, dans le 16e arrondissement de la capitale, et puis à Bondy. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est une maîtrise, il y a peut-être une image, c'est un film, La famille Bélier, Oui. quand Louane, la fameuse chanteuse et actrice, dans ce film, passe une audition pour entrer dans la maîtrise de Radio France. C'est ça ce que font les jeunes élèves du primaire et plus grands pour en rentrer dans cette maîtrise, Sophie Janin? Alors, La famille Bélier est un film qui d'ailleurs m'a touchée, hein, et c'est vrai que nous, on a eu énormément de candidats qui se sont présentés avec des chansons de Michel Sardou, ce qui était pour moi très très étonnant. Mais en effet, une maîtrise, en quelque sorte, oui, c'est un chœur d'enfant et c'est une école, c'est-à-dire avec un enseignement musical très complet. Nos élèves ont des cours de piano, ils ont des cours de technique vocale, ils font ce qu'on appelait le solfège dans le temps de la formation musicale. On apprend à déchiffrer, à analyser, à observer, à comprendre, à décoder. Et puis, ils ont aussi des ateliers de direction de chœur, d'improvisation, d'harmonie et de contrepoint, ce qu'on appelle le technique Alexander, qui est un concept très connu pour les acteurs. Et donc, c'est sûr que c'est une maîtrise, et je pense que c'est ça que ça signifie, une école et un chœur. Une audition pour entrer dans l'école à Paris, et pour le site de Bondy, qui est le signe de l'ouverture aussi de la maîtrise de Radio France vers d'autres publics, vers d'autres cultures, vers d'autres populations qui sont socialement parfois défavorisées, ou en tout cas qui n'ont pas le même bagage culturel. C'est à Bondy, ça se passe comment dans ce site-là? Alors, la grande différence entre le site de Paris et de Bondy, c'est qu'à Bondy, on est parti sur un pool d'enfants locaux. Donc, en fait, on recrute sur les enfants qui habitent le quartier nord du Bondy. Et pour qu'ils arrivent à comprendre et à savoir ce que c'est la maîtrise de Radio France, on fait chanter tous les enfants qui sont en CP et en CE1, c'est-à-dire 6-7 ans, toutes les semaines. Et à l'issue de ces 2 ans, ceux qui veulent peuvent se présenter aux auditions. Comme ça, ils ont déjà une petite idée où ils mettent les pieds, on connaît les familles. Maintenant, il faut savoir que sur le site de Paris, et si on regardait les enfants qui allaient juste dans les écoles à Paris non plus, ils ne sauraient pas nécessairement ce qu'est la maîtrise de Radio France non plus. Mais vu qu'on a un rayonnement vraiment national depuis plusieurs décennies, on peut procéder encore de la façon de candidature spontanée, où les élèves futurs sont déjà quelque part informés de qui nous sommes. Voilà, c'est la grande différence. Alors justement, quel est le profil de ces jeunes filles et jeunes garçons qui viennent frapper à la porte de la maîtrise de Radio France? Ce sont déjà des chanteurs, ou est-ce qu'il y a aussi des personnes qui simplement se disent « je veux faire ça et je veux l'apprendre ici à la Maison de la Radio » ? Et on voit les deux. Et en fait, on voit encore plus de profils que ça. C'est vrai qu'on a des enfants qui viennent parce qu'ils ont déjà chanté en chœur, ou c'est un enseignant, que ça soit à l'école ou dans une école de musique ou dans une association qui dit « oh là là, toi, tu devrais aller à la maîtrise ». Donc parfois, il y a une recommandation comme ça. Parfois, c'est des élèves instrumentistes qui découvrent la joie du chant dans leur pratique et qui veulent se spécialiser là-dedans. Et parfois, ce sont des enfants qui ont écouté un concert avec la maîtrise, qui ont fait peut-être un stage avec nous, qui ont vu une émission sur nous, qui se disent « ça, c'est peut-être pour moi », et ils viennent pour essayer. Et nous, quand on voit une motivation chez l'enfant, quand on voit qu'il y a un potentiel de rester motivé et enthousiaste par rapport à notre apprentissage, tous ces profils différents nous intéressent. Et parfois, on a aussi des enfants et des jeunes qui ont vu des émissions télé récentes où c'est un peu des concours de talent.
C'est ça, sans les citer, mais il y en a de très nombreux, effectivement. Voilà, et eux, ils viennent aussi. Et dans l'idée de passer une audition comme ça, à chanter souvent une chanson pop, etc. Donc, et nous, on n'a rien contre ça, mais après, c'est important pour nous de faire le lien, d'expliquer la musique qu'ils vont faire et que on est justement dans une école d'apprentissage. Donc vous êtes en train de me dire, Sophie Janin, que tout de même, les Français se mettent à chanter un peu plus, beaucoup plus qu'avant. Non, il y a tellement de démarches absolument passionnantes qui ont été faites et qui continuent à être faites. Et on voit d'ailleurs les classes à horaires aménagées qui, heureusement, existent encore. L'enseignement de musique qui est quand même là, même si on aimerait que ça soit encore plus. Classes à horaires aménagés, c'est les classes CHAM, hein, qu'on a appelé, où effectivement il y a des horaires aménagés pour que les élèves puissent aller au conservatoire apprendre la musique et d'un instrument en particulier. Quand je vous regarde parler de la maîtrise de Radio France, Sophie Janin, vous avez un grand sourire, des yeux qui pétillent. Je l'ai dit, vous avez été saluée par ce prix Antonio Livio, qui récompense une personnalité du monde musical. Il y a quelque chose de l'engagement en vous, envers la musique, envers l'apprentissage de la musique, du chant aussi. Qu'est-ce que ça apporte, la musique ? Oh, alors, dans votre question, il y a beaucoup de choses. Et je pense, tout d'abord, oui, l'engagement de la musique et sa démocratisation d'accès, c'est pour beaucoup d'entre nous un sujet absolument vital. Je pense que sur l'inclusion culturelle et sociale, c'est un sujet qui est de plus que jamais urgente parce qu'il y a du clivage dans nos sociétés partout et la musique peut vraiment, elle doit être accessible pour tous. C'est notre droit de jouir des arts, me semble-t-il. Et la musique apporte en plus de ça une telle beauté dans la vie, un ingrédient riche qui la rend meilleure et elle peut à la fois nous conforter, elle peut nous soulager, elle peut nous mettre en colère, elle peut nous choquer. Elle a accès à tout ça, elle peut sublimer tout ça déjà. Et je crois qu'on est, augmenter sa sensibilité, c'est aussi une démarche pour sa vie qui est importante. Compositeur britannique Benjamin Britten en 2015, qui fait partie d'ailleurs du répertoire de la maîtrise de Radio France. The Golden Vanity, opus 78, Vaudeville for Boys and Piano After the Old English Ballad. Sophie Janin, ce compositeur britannique, Benjamin Britten, c'est un bon connaisseur des capacités de la voix de l'enfant. Ça veut dire qu'un enfant ne peut pas tout chanter ? Non, il y a des tessitures à respecter, il y a une endurance à respecter, il y a aussi des sujets. Et Britten, justement, il va très très loin parce que je pense que l'univers de l'enfant, la psychologie de l'enfant, en fait, il s'intéresse à l'enfance crucialement pendant toute sa production, qu'il écrive pour l'opéra, dans ses œuvres symphoniques, des œuvres pédagogiques et justement, ce que j'adore avec ce compositeur, qu'il ne fait jamais de concessions quand il écrit pour les enfants. On entend que c'est Britten et c'est de qualité. Il livre d'abord la qualité. Il faisait déjà des
des œuvres, on va dire, pédagogiques qui mélangeaient les amateurs, les enfants et les professionnels dans les années 50. Donc, il est vraiment un précurseur là-dedans. Et je pense qu'en plus de ça, un de ces sujets qu'on retrouve souvent dans ces opéras, c'est la corruption de l'innocence et la perte de quelque chose de beau et de bon. Et là-dessus, je pense que sa musique, quand il écrit pour des jeunes voix, ça frôle ça toujours, comme si l'enfant était quelque chose de précieux et quelque chose de bon. Et ça, c'est magnifique, je trouve. Quel est votre rôle, Sophie Janin, quand vous êtes avec ces jeunes enfants, adolescents, presque adultes? Vous êtes dans ce passage-là, parfois compliqué, de l'adolescence, où on est en train de quitter effectivement l'enfance et on est en train de devenir un adulte. Vous l'avez dit, ça change, le corps change physiquement, la voix change à ce moment-là, et puis on ne peut pas aborder tous les thèmes. Alors, si on prend dans l'ordre, d'abord sur cette voix qui évolue sur cet âge-là difficile de l'adolescence parfois. On accompagne ces jeunes gens le mieux de ce qu'on peut. En effet, les enfants qui sont déjà à la maîtrise, ils n'ont pas vraiment peur d'émettre un son avec leur voix. Les garçons dont les voix changent quand même assez drastiquement à l'adolescence, ils continuent à chanter avec nous. On a un chœur mixte, donc ils commencent à faire les premiers pas en tant que ténor et baryton. Pour les jeunes filles qui muent aussi, il y a beaucoup d'évolutions aussi qu'on suit. Ça, c'est avec, on va dire, notre pratique pédagogique et les expertises diverses qui existent dans la structure. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a aussi... notre rôle, c'est aussi d'inspirer et enthousiasmer, leur apprendre bien évidemment toutes les technicités et la richesse musicale. Mais je crois qu'un professeur de musique ou un enseignant spécialisé ou un enseignant tout court, ça peut potentiellement être la personne la plus importante qu'on rencontre dans sa vie. Et c'est un rôle que nous prenons tous quand même très, très au sérieux. On sait que... Enfin, je parle avec tellement de gens qui ont des mauvais souvenirs de leur enseignement de musique, qui en soit été avec un chef de chœur tyrannique ou une professeure de piano qui leur faisait peur. Enfin, on entend beaucoup ça. Ouais. Et il est primordial de donner que du bon et que des choses qui inspirent et enthousiasment pour la suite. C'est aussi un état d'esprit, parce que chanter ensemble, dans cette idée de collectif, cette pratique musicale, c'est aussi une discipline, comme l'instrument de musique qui s'impose à un enfant. Qu'est-ce que ça apporte aussi dans cet épanouissement à cet âge-là ? Ça apporte énormément de choses, parce que, en effet, déjà, notre rôle quand on les fait chanter ensemble, c'est aussi qu'ils osent chanter, oser prendre des risques, comme on dit. Mais en fait, il n'y a pas de risque. Mais ils sont vulnérables dans le sens où ils partagent leur voix et ils osent s'affronter à essayer de créer quelque chose de beau. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment accompagner ça avec beaucoup de soin et de délicatesse. Mais de chanter ensemble, moi j'ai toujours trouvé que le groupe et le collectif renforçaient la confiance en soi pour l'individu. Parce que le timide se sent bien entouré. Celui qui veut bien se mettre en avant et qui n'a pas peur de ça, il va se sentir un peu guide dans le groupe. Et il y a une place pour tout le monde. Et en plus, c'est dans la camaraderie. Dans la musique, il n'y a pas de gagnant et perdant. Tout le monde gagne en fait, parce qu'on apporte chacun sa petite pierre à un but collectif. Et en plus, on fréquente la beauté et ça fait du bien. Alors dans la beauté, il y a aussi parfois des thèmes difficiles à aborder. Vous en avez dit un mot, des thèmes qui seraient des thèmes d'adultes, si on veut caricaturer un petit peu, comme la mort par exemple. C'est un thème très présent aussi chez les compositeurs et dans très nombreux opéras, enfin un peu partout. Comment on fait pour faire chanter la mort à des enfants ? Oh, oui, c'est vrai qu'il y a des sujets parfois très difficiles bon, moi, il faut toujours... Enfin, le rôle du chef, c'est de vraiment lire la salle dans laquelle on se trouve. De voir s'il y a peut-être des aspects autobiographiques pour des enfants qui sont là, qui peuvent être particulièrement délicates. Mais
moi, j'essaye d'entrer toujours dans la peau du compositeur et du librettiste pour voir pourquoi. Et après, on peut explorer, mais on reste vraiment sur un aspect que j'espère être le plus sain possible, c'est-à-dire on enlève le pathos. En fait, l'émotion, elle doit se trouver chez les auditeurs. Elle ne doit pas être dans le cœur. Le deuil et la mort ne doivent pas nécessairement être dans notre voix. Et vous avez raison de dire que c'est une discipline, parce que c'est difficile d'apprendre, je crois, cette objectivité impliquée, parce qu'il faut les deux. Alors que chante la maîtrise de Radio France? J'imagine que le répertoire est très large, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais il y a tout de même l'idée de l'excellence musicale dans cette maîtrise. Ça veut dire qu'on chante aussi un répertoire ancien, un répertoire qui ne parle pas à tout le monde, Sophie Janin. Non, en fait, on chante un répertoire. C'est vrai qu'on est sur 1000 ans de musique, plus ou moins. À la maîtrise, on a on a une programmation tellement vaste. On peut faire un projet avec Oxmo Puccino une semaine, et la semaine d'après, on chante les petites liturgies de Messiaen. Juste après, on va chanter une chanson pop avec quelqu'un, et après, on prépare les Carmina Burana avec le chœur de Radio France, donc de notre maison. Toute musique s'adresse peut-être pas aux mêmes auditeurs, mais après, je pense que il serait très dommage et pessimiste de penser que tout le monde ne peut pas apprécier. Il faut connaître, c'est tout. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau. Le lapin entrevut le début de ses déboires. Tout se renversa lorsqu'Alice se mit à boire. Sa gourmandise était un vilain déformant. Au premier, ses jambes s'éloignaient du bois dormant. Après le deuxième verre, la petite prit le lapin de haut. Le quatrième verre annonça le rodéo. D'un coup, Alice rapetissa. De l'autre côté de la vitre, apeuré, le lapin se tirafissa. Pas assez d'audace pour lui faire la couronner. Il préféra fuir en rêvant de la couronner. Elle s'appelle Alice. Elle voyage sans valise. La dernière chose qu'elle souhaite, c'est d'être assise. À présent assez grande pour attraper la clé fétiche. Forcément, la porte est devenue trop petite. Plus de lapin ni jardin, la voilà seule au monde. Privée de sortie, Alice, dans ses pleurs inonde. On peut tomber longtemps, longtemps, mais surtout doucement. On ne fait que tomber longtemps, longtemps et doucement. Dans un gouffre... Tomber longtemps, Oxmo Puccino avec la maîtrise de Radio France et Ibrahim Alouf dans ce projet, Sophie Janin, qui s'appelait Au pays d'Alice, qui nous raconte effectivement Alice au pays des merveilles. C'est ça le répertoire très large de la maîtrise de Radio France. Il y a aussi l'idée d'innover, de faire appel à des acteurs, des chanteurs contemporains, des musiciens contemporains, pour aussi amener le public vers d'autres musiques. Oui, et aussi, je pense, et aussi montrer à nos élèves qu'en apprenant quelque chose avec rigueur et avec un engagement total, on devient libre, et c'est aussi une source de joie. Donc en fait, les élèves comprennent à la maîtrise, c'est parce qu'ils savent chanter du Messiaen et de Henri Dutilleux qu'en fait, oui, quand Ibrahim Alouf nous appelle pour dire « Est-ce que vous pouvez venir faire une session avec Oxmo Puccino et moi pour qu'on développe un projet ensemble ?» Eh bien, en fait, on est prêt à le faire parce que la connaissance est là. Sophie Janin, qu'est-ce qu'on devient quand on quitte la maîtrise de Radio France? C'est une formation, c'est un apprentissage. Ensuite, on a un diplôme. Est-ce qu'on devient chanteur professionnel? Quel est le parcours une fois qu'on sort de la maîtrise?
On a suivi, ça fait quelques années maintenant qu'on essaie de retracer les anciens élèves qui sortent de la maîtrise. Et moi, j'ai mon expérience là de 15 ans en arrière aussi. Et on voit quand même qu'il y a une grande partie qui se tourne vers les métiers de la musique. On a eu une révélation de chef d'orchestre l'année dernière avec Victor Jacob. On a plusieurs chefs de chœur à la maîtrise qui font vraiment une carrière très intéressante aujourd'hui. Et on a beaucoup de chanteurs aussi qui sortent qui sont déjà dans le métier depuis longtemps, et d'autres qui sont aujourd'hui au conservatoire supérieur, qui sont dans les grandes écoles de musique partout dans le monde. Il y en a aussi qui viennent dans l'administration culturelle, d'autres qui vont vers d'autres métiers complètement. Donc il y a vraiment, je pense, dans ces bagages, quelque chose de très solide, et c'est ce qu'on voit aussi. Ils n'ont pas peur au baccalauréat. Parce que je pense que quand on chante la voix solo du petit berger dans Elias de Mendelssohn au Théâtre des Champs-Élysées, sans cligner des yeux, passer l'oral du bac, c'est pas grand-chose, quoi. J'ai dirigé avec une baguette pendant plusieurs années. Puis une fois à Vienne, avec le Philharmonique, je devais diriger le Sacre du Printemps de Stravinsky. Et au moment du concert, j'ai oublié ma baguette chez moi, dans mon appartement. Et quand j'en ai demandé une, on m'en a proposé une trop longue, une trop courte, une trop lourde. J'ai dit, ok, je fais 100, et pas de problème. Personne ne s'est plaint. Le Sacre du Printemps est difficile pour l'orchestre, et pourtant personne n'a protesté. C'est depuis cette expérience que je n'utilise plus de baguette, depuis peut-être plus de 20 ans, et je suis libre. En 2009, journée spéciale CI Ozawa sur France Musique. C'est vous qui dirigez, oui. Sophie Janin. Et on a entendu effectivement la voix aussi du chef d'orchestre japonais nous raconter comment il a abandonné la baguette. On parlait d'autorité, de rigueur, de discipline. C'est ça, le chef de chœur, le chef d'orchestre, c'est celui qui dirige. Mais on peut le faire de manière différente. Bien sûr. Et Ozawa est pour moi, je pense, un des 2 ou 3 grands chefs d'orchestre qui m'ont vraiment fait réfléchir et changer et adapter ma façon le gestuel est absolument magnifique. Son humanité aussi. Mais en effet, en français, on dit chef d'orchestre. Mais vous savez, en anglais, on dit conductor. Et ça, c'est assez... Pas comme un conducteur de bus, mais je pense plutôt comme un conducteur d'énergie. Et ça s'applique beaucoup plus à ce qui se passe vraiment dans la pièce quand on travaille. En français, on dit aussi mener à la baguette. Oui, en effet. Oui, mais je connais pas cette expression. Non, mais c'est une expression très autoritaire. C'est l'image vraiment, pour aller dans votre sens, du chef, de celui qui dirige, qui donne des ordres. Ozawa est une des premières personnalités qui vraiment va aller à l'opposé de ça. Déjà de saluer les musiciens de l'orchestre comme ses collègues. Quand Simon Rattle a pris la direction de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, ça a été un changement. Ils n'avaient jamais vu ça. Un chef qui n'était pas despotique dans sa façon de travailler. Et je pense que l'ère des tyrans, il est terminé. On en a marre, non? Ouais. Ça veut dire que quand vous dirigez-vous avec les mains, avec les doigts? Alors, la baguette, ça peut servir. Avec la maîtrise, c'est presque jamais, parce que dans tout ce que je fais d'a cappella, je dirige jamais avec baguette. Mais parfois, par rapport à la complexité de la pièce, par rapport au nombre de personnes que j'ai devant moi, ça peut parfois être très, très utile, parce que c'est un signe de lisibilité. Là, quand Ozawa dit qu'il dirigeait le Sacre sans baguette, c'est quand même rarissime. Et l'autre exemple d'avoir une direction extrêmement claire et lucide sans baguette, c'était Pierre Boulez. Mais c'est vraiment rare de voir ça dans certains répertoires.
Vous dites, Sophie Genin, le temps des tyrans est terminé. Est-ce que d'avoir été une femme a été quelque chose de difficile pour s'imposer aussi parmi les conducteurs? Je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais en tout cas parce que je suis une personne sensible. Je connais beaucoup d'hommes sensibles aussi. Et ils ont eu du mal aussi à un moment. Parce que, en effet, il y a parfois un petit peu un duel qui se fait, qui est le plus dur, qu'est-ce qu'on supporte, etc. Et c'est pas ce rapport de force, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le processus. Je crois au partenariat, on va dire, une façon un petit peu plus démocratique de faire. Après, d'être une femme, bien sûr que ça a été dur parce que je me suis sentie jugée d'avance, même avant qu'on me donne ma chance. Et non seulement j'étais une femme, mais j'avais travaillé avec des enfants, je venais de Suède avec un drôle d'accent, voilà. J'avais un peu tout contre moi. Et en même temps, je dois vous dire que parfois, quand on a tout contre soi au début, c'est plus facile de venir frapper par en dessous. Et de retourner l'Assemblée, effectivement. On s'approche de la fin de l'émission, Sophie Genin. Merci beaucoup d'être venue dans les midis de culture. J'annonce le 29 février, sous la direction de Morgane Joudin, qu'on n'a pas cité, mais qui s'occupe du site de Bondy. Morgane Jourdain, oui. À la maîtrise de Radio France. Elle se produira donc à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique pour interpréter notamment Éric Tanguy et Gustave Holst. Ce sera avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Le 9 mars, sous votre direction, la maîtrise se produira avec l'ensemble La Rêveuse pour interpréter cette fois-ci Adolphe Haas et Alessandro Scarlatti. C'est un concert qui aura lieu également ici à la Maison de la Radio et de la Musique. Et puis en avril, la maîtrise chantera avec le chœur de Radio France et l'ensemble intercontemporain, je vais y arriver, sous votre direction et celle de Lionel Sceau. C'est aussi ça la magie de Radio France, c'est-à-dire qu'il y a les orchestres, il y a les chœurs et il y a la maîtrise, et ça permet à chacun de s'épanouir, Sophie Genin. On peut vraiment créer quelque chose du départ jusqu'à la fin, et c'est ça que nous devons faire, vraiment créer le contenu, trouver des nouveaux formats, explorer, rêver, et tout dans une démarche créative. Et vous dites ça avec un grand sourire. Merci beaucoup, Sophie Genin, d'être venue dans les Midis de Culture. On termine l'émission, vous vous en doutez bien, en musique. On a sélectionné 2 chansons, l'une en référence au chœur, l'organe, celui qui bat, l'autre en référence au chœur avec un H, celui qui chante. Lequel choisissez-vous, le chœur qui bat ou le chœur qui chante? Oh, le chœur qui bat. J'ai rêvé que tu mentais. C'est déjà la fin de la nuit et mon cœur n'a pas dormi. Je le sens triste et malheureux et j'ai peur d'ouvrir les yeux. J'ai rêvé. J'ai pas osé chanter, Sophie Genin. C'était Cathy Lynn. Mon cœur n'a pas dormi, 1967. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture. Une émission préparée par Aïssa Touaindoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignel, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. Elle est réalisée ce midi par Nicolas Berger, qui a choisi ce titre. Et à la prise de son, ce midi, c'était Olivier Arnay. Merci, à demain.